messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Les travaux de collection des copies du bac unique session 2013 viennent de commencer dans la capitale et pour la circonstance, le ministre de l'enseignement préuniversitaire s'est rendu ce lundi dans les centres de collection pour prodiguer quelques conseils. La criminalité monte en flèche dans la capitale et les hommes en uniforme semblent payer lourd tribut. Des agents des forces de sécurité sont ainsi tombés récemment sous les balles des malfrats. Les précisions à suivre dans ce journal. Et puis la présidente de la délégation spéciale de Ratoumar est gagnée dimanche dernier le royaume des morts. Décédée samedi des suites de maladie, Adia Ramatoulaye Diallo a été inhumée en présence notamment de nombreuses personnalités de haut rang. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Les travaux de collection des copies du baccalauréat unique session 2013 ont démarré à Conakry. Quelques 1380 collecteurs ont été commis à la tâche par le département de l'enseignement préuniversitaire. Le ministre de tutelle, Dr Ibrahima Kourouma, a visité ce lundi les différents centres retenus pour prodiguer des conseils aux collecteurs. Reportage Mamadi Kamisoko. Je ne souhaite pas être ce ministre qui, après la proclamation des résultats, que ceux qui ne sont pas admis disent « non, je méritais ». Je souhaite qu'on dise « oui, c'est vrai, X est admis parce qu'il a travaillé, il mérite ». Moi, franchement, je reconnais que je n'ai rien fait, donc je n'ai pas le droit de passer en classe supérieure. Mais cela dépend de vous. Le ton est donné par le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique en invitant à l'impartialité et en comptant sur la responsabilité des correcteurs tout au long de cette opération. Dr Kourouma prévient d'éventuelles contestations des résultats du baccalauréat dans les trois centres retenus, à savoir l'école primaire, le collège et le lycée d'Onka. Dr Ibrahima Kourouma a transmis les mêmes messages aux 1380 correcteurs. Des correcteurs aujourd'hui conscients de leur rôle. Nous allons faire la correction dans la plus grande honnêteté, pourvu que ceux qui seront admis se réclament vraiment admis et ceux qui vont redoubler aient la conviction de reprendre le baccalauréat l'an prochain. Le collège type s'est passé de telle façon que tous les enfants qui ont le niveau et qui ont au moins un peu travaillé puissent avoir le minimum de points dans les différents sujets. À cette occasion, le chef du département de l'enseignement préuniversitaire s'est aussi félicité de la volonté des enseignants à accompagner la renaissance de l'école guinéenne, une ambition qui met au cœur des débats le triangle élèves, école et enseignants. Aujourd'hui, je suis très heureux de dire que notre école est en train de faire sa véritable mue. La mue, elle est constatée. Vous savez, pendant ces examens, j'ai fait 27 préfectures. Donc, j'ai eu l'occasion de voir comment s'organisent les examens. J'ai eu l'occasion de voir comment fonctionne notre système éducatif. Nous n'allons pas raisonner en pourcentage. Je l'ai dit et je le répète. Nous devons former l'enfant guinéen. Former l'enfant guinéen signifie lui dire ce qu'il fait de bon, ce qu'il fait de mauvais. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens. Des assurances ont aussi été données par le ministre de l'Enseignement préuniversitaire quant au paiement des primes des correcteurs. Trois importants documents signés ce lundi au ministère de l'économie et des finances. Il s'agit du contrat de désendettement et de développement de l'accord 4 et de la convention de compte entre la Guinée et la France. La signature de ces documents marque le renforcement de la coopération entre les deux pays. Le représentant de l'Agence française de développement et quelques personnalités gouvernementales étaient de la partie. Saran Camara, compte rendu. La Guinée et la France s'accordent sur un nouvel échéancier de remboursement de la dette. Après l'atteinte du PPTE, le reste de la dette envers la France s'élève à 171 millions d'euros qui devraient être annulés à travers le mécanisme appelé C2D. Il a pour vocation d'accompagner la Guinée dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Cette signature, c'est un moment important parce qu'elle couronne 2 années, un peu plus de 2 années d'efforts conjoints. C'est une aide à la préparation de la Guinée de demain. Mais demain, ça commence aujourd'hui. Le premier C2D, qui vient d'être signé entre la France et la Guinée, constitue la première tranche d'allègement de dettes consenties par la France pour la période 2013-2016 et pour un montant de 75 millions d'euros. L'affectation de ces ressources devrait être orientée vers des secteurs qui répondent aux objectifs du document de stratégie de réduction de la pauvreté. La France a décidé de nous accompagner pour que l'annulation de la dette ne soit pas un vain mot et que l'espace fiscal dégagé puisse servir à alimenter des investissements au profit des populations.
où on a choisi des secteurs comme l'agriculture, comme la formation professionnelle, comme l'éducation nationale et comme le développement local, pour que tout ce que la France va annuler puisse aller vers ces secteurs-là. La France s'engage à chaque remboursement d'échéance par la Guinée de retourner le montant de cette échéance sous forme de subvention à l'État guinéen sur un compte logé à la BCRG pour le financement du programme de développement, d'où la signature de la convention de compte. L'avantage, c'est d'avoir des fonds directement disponibles à coup sûr pour des secteurs qui ont été retenus avec les autorités guinéennes et donc avec des programmes qui vont être mis en place immédiatement. Un comité bilatéral de pilotage et de suivi du C2D, co-présidé par Kerfala Yansane et Bertrand Kochri, sera mis en place très prochainement. Le comité interministériel de lutte contre la drogue a animé cet après-midi une conférence de presse, occasion pour ses membres et les structures attachées d'expliquer dans les moindres détails la prévention, le traitement et la répression contre la drogue. Il a aussi été question d'interpeller les populations sur les nouvelles substances psychotropes. La démarche intervient en prélude de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de la drogue. Mohamed Malik Diallo. En prélude à la Journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue, le comité interministériel de lutte contre la drogue et les services concernés par cette problématique se mobilisent pour informer et sensibiliser la population sur les nouvelles substances psychoactives ainsi que les mesures préventives liées à l'abus de la drogue. La prévention concerne 3 éléments essentiels. Il y a la prévention primaire, c'est-à-dire le grand public qui n'a jamais connu ce que c'est que la drogue. Ensuite, il y a la prévention secondaire, c'est-à-dire que les brebis galeuses qui ont goûté à la drogue deviennent dépendants. Ensuite, il y a la prévention tertiaire. Lorsque les brebis galeuses n'ont pas perçu les messages, ont consommé la drogue, sont devenus dépendants, ils sont traités, ils sont guéris, il faut les réinsérer au sein de la société pour ne pas qu'ils récidivent. Toutes ces mesures préventives ont cependant bien du mal à produire des résultats du fait d'un manque criard de moyens pour les vulgariser, ce qui laisse place au traitement des personnes affectées par ces substances. Le traitement de la toxicomanie est une prise en charge multidisciplinaire qui demande la conjugaison des efforts et du médecin et de la famille, mais aussi des autres partenaires du terrain comme les médecins généralistes qui sont l'interface de la jeunesse, mais aussi le médecin addictologue ne peut pas évoluer également sans impliquer le psychologue et l'assistant social qui l'assiste sur toute la trajectoire. Pour renforcer la lutte contre la drogue, la répression semble incontournable, d'où l'existence de l'Office central antidrogue. Pour lutter contre les substances psychoactives, il faudrait qu'il y ait collaboration entre les services répressifs et la population, puisque les vendeurs sont très intelligents et ils passent toujours par une corruption pour ne pas être dénoncés. Et qu'il y ait une application dans les règles de la loi. La problématique de l'usage des substances psychoactives est d'autant plus actuelle que des tonnes de drogue de tout genre sont saisies chaque année par les différents services qui luttent contre ce fléau. La criminalité monte en flèche. À Conakry, illustration, 2 agents des forces de sécurité viennent d'être tués par des bandits en fuite. Le 3e douanier est grièvement blessé et se trouve alité à l'hôpital d'Onka. Par ailleurs, les brigades anticriminalité ont arrêté 3 autres présumés voleurs à Gomboya. Les explications dans ce reportage de Benoît Marcilla. C'est la nouvelle méthode utilisée par les bandits pour transporter les armes. Avec cette méthode, les malfrats ont attaqué dans la nuit de vendredi à samedi une pharmacie à Kountia. Dans cette opération, ils ont tué Djibril Kondé, dit arrêté, un béret rouge, ancien garde rapproché de feu général Lansana Conté, et blessé par balle Idrissa Diallo, un douanier. Ces agents sont intervenus pour sauver la pharmacie quand ils ont été touchés par des tirs nourris des malfrats toujours en fuite. Aux alentours de 21h05, 21h10, 2 jeunes gens se sont présentés à nous. C'est entre-temps maintenant que les 4 autres bandits sont rentrés avec cette valisette. Ils l'ont posée. Après, ils l'ont ouvert. Chacun a pris son arme dedans. Il a rechargé. Ils ont pris de l'argent dans la caisse, les recettes antérieures, tout ce qu'il y avait là-bas. À peu près 5 millions, 6 millions. Donc, monsieur arrêté, à son âme, a suivi les bandits avec une autre voiture. Les bandits auraient tiré sur son ami et que lui aussi, il aurait répliqué.
en tirant sur l'un des bandits qui était assis côté SO. Ces 4 personnes, Mohamed Woulare, Mohamed Kamara, Mandou Chérif et Mohamed Souma, interpellés par la brigade anticriminalité numéro 10, auraient dévalisé un magasin et volé des radios dans les voitures à Gomboya, préfecture de Koya. Mohamed Souma, il est professeur électricien auto. Lui, sa spécialité, c'est d'ouvrir par les forces clés les véhicules. Tout véhicule qui touche sur son passage, il tente de l'ouvrir et de voler les radios et ce qui l'intéresse éventuellement dans les véhicules. Ces 3 autres, ils ont tenté de casser un magasin à Gomboya où ils ont été vus par les gardiens. Mais les gardiens n'ont pas pu mettre main sur eux pour partir enfin après la BAC 10 qui est à côté, qui est venu maintenant pour forcer la porte là où ils étaient pour les sortir. Comme pour dire que la criminalité a atteint presque son paroxysme à Conakry, un autre gendarme a été tué à bout portant la nuit de dimanche à lundi à Madina par des inconnus. Dans la même nuit, à Concasser, selon les informations, 3 pick-up chargés des hommes en tenue et armés auraient attaqué une boutique et frappé violemment le propriétaire. Règlement de compte ou chasse aux sorcières, la criminalité a pris des proportions inquiétantes dans la capitale. Et puis, dans la perspective des prochaines séances électorales, un atelier de formation des journalistes guinéens s'est ouvert ce lundi à Conakry. Il est axé sur les techniques de communication en ligne, une initiative du groupe de presse Guinée TV1 et de l'association Assaman de l'Italie. Durant 6 jours, les participants seront invités à utiliser les nouvelles technologies de la communication pour publier des informations de manière instantanée sur le net. Marie Sheila Fofana. Apprendre à communiquer à travers le web 2.0, maîtriser le langage des sites et des blogs, transformer le téléphone portable en un instrument de travail pour les journalistes, tels sont entre autres les thèmes qui seront traités au cours de cette formation. Co-organisé par le groupe de presse Guinée TV1 et l'association Assam de l'Italie, cet atelier de formation devrait permettre aux journalistes guinéens d'être mieux outillés sur les techniques de communication en ligne dans la perspective des élections législatives prochaines. J'ai fait un partenariat avec ceux-ci pour former des jeunes journalistes en Guinée. Je me suis dit que c'est le moment idéal parce que très bientôt la Guinée va aller en élection. Et aujourd'hui, l'important c'est quoi? C'est de passer une communication instantanée, minute par minute. Ceci va permettre aux jeunes journalistes guinéens d'être présents pendant les événements instantanés, que ce soit les élections, le football, et un accident de circulation, tout ce qui arrive maintenant là qu'il faut le balancer. Il faut que des jeunes Guinéens journalistes soient formés dans ce sens. Durant 6 jours, la vingtaine de journalistes venus des presses privées et publiques feront des exercices théoriques et pratiques des cours donnés par les formateurs. Des exercices qui portent sur l'utilisation des nouvelles technologies de la communication. On va utiliser le matériel qu'on a amené. On a créé un site pour informer aussi l'Italie, mais aussi les Guinéens d'Italie, sur le déroulement de la campagne électorale en cours. On va faire des parties théoriques et après des parties pratiques. L'idée c'est d'utiliser les portables et c'est utile pour suivre instantanément les élections administratives ici. Au terme de la formation, les initiateurs espèrent mettre en place un site web qui servira d'instrument de communication pour les journalistes formés avant, pendant et après les élections prochaines. Le mouvement d'Imboré poursuit sa tournée dans les sous-préfectures de la Guinée. Ses membres étaient samedi dernier à Koba, une visite qui s'inscrit dans le cadre du soutien aux idéaux du professeur Alpha Condé, une occasion pour eux de livrer des messages de paix et de quiétude sociale pour le pays. Saran Kamara. Situé à 24 km de Koba Centre, le district de Mbendia a reçu le week-end dernier une délégation du mouvement Ndimboré. Dans une ambiance festive, les populations de cette localité se sont mobilisées pour réaffirmer leur soutien au mouvement en vue d'accompagner le chef de l'État dans son programme de développement socio-économique de la Guinée. Nous apprécions à juste valeur la persévérance dans le mieux faire du professeur Alpha Condé. Nous vous demandons donc d'être notre interprète auprès d'eux pour leur traduire notre infinie volonté et les accompagner dans la lutte pour la Guinée is back.
Être à l'écoute des populations à la base, c'est l'un des objectifs du mouvement Ndimbori. C'est pourquoi le président du mouvement Ndimbori dit prendre bonne note des préoccupations évoquées par les populations de Koba. Alusene Makanera Kaki, dans son allocution, a expliqué les raisons de cette visite. Nous sommes venus pour apporter le message de la paix et de l'unité nationale. Nous leur disons d'abord de la persévérance, ensuite les appeler à l'unité nationale et se préparer en ordre de bataille pour donner les 100% des voix de Koba à la liste du RPG Arc-en-Ciel aux prochaines législatives. Pour les initiateurs du mouvement Ndimbori, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le bilan économique du gouvernement Alpha Condé est perçu par les populations comme un acquis à protéger. Nous avons senti que le RPG Arc-en-Ciel vit à Koba. C'est une action salvatrice pour accompagner le président Alpha Condé dans sa politique de redressement pour que la Guinée sorte de cet état de sous-développement ambiant et qui ont eu aujourd'hui de bons résultats parce que l'atteinte du point d'achèvement qui a permis l'effacement d'une avance de la dette à hauteur de 2,1 milliards est un signal fort que dans bientôt la pauvreté à certains seuils va être considérée comme un lointain souvenir. Le choix de cet espace sous le grand fromager pour abriter cette cérémonie n'est pas fortuit. Selon les sages de la localité, cet endroit était autrefois lieu de réunion des colons, mais également il a été cadre d'accueil des feux présidents Ahmed Sékou Touré et général Lansana Conté. Les marchands et commerçants du marché Madina ont tenu le week-end dernier un meeting de sensibilisation. Ils entendent ainsi s'impliquer dans le processus de paix et de réconciliation nationale. La rencontre a connu la présence des autorités locales et de certains leaders politiques. Reportage Mfalik Lavogui. Ils s'impliquent davantage dans le processus de paix et de réconciliation nationale. Des vendeurs et commerçants de Madina se sont réunis à l'école primaire de la SIG Madina avec un seul slogan: ensemble, donnons-nous la main pour le progrès. Notre message est le message de la paix. Le message de la paix entre tous les Guinéens, des femmes et des enfants. Tout le monde doit se donner la main pour éviter des problèmes dans notre foyer, notre pays. Je prie tout le monde qu'à la sécurité, on enlève le politique dans notre marché. Sans paix, pas d'activité économique et sans activité économique, pas d'entente. Tels sont, entre autres, les maîtres mots de ce meeting de sensibilisation qui a connu la présence de certains leaders politiques. Ces derniers apprécient l'initiative. N'ont pas d'autre ambition que de faire l'unité de la Guinée, n'ont pas d'autre ambition que de faire très rapidement ces élections législatives dans la paix, dans la fraternité, dans la compréhension. Donc nous devons tout faire pour qu'ensemble ces élections se fassent très rapidement. Et il ne faut pas confondre aussi rapidement et précipitation. Je crois que c'est un peu leur objectif et que je partage. Le porte-parole des 4 coordinations régionales lui a plaidé pour l'entente entre les commerçants de Madina. Madio Traoré les a ensuite demandé à refuser toute manipulation politicienne. Une vingtaine de femmes venues des quartiers de Kiroti, c'est dans la commune de Ratoma, étaient massées ce lundi matin devant la Société des eaux de Guinée et réclament la desserte en eau potable dans leur quartier. Depuis 2007, elles seraient confrontées à d'énormes difficultés d'approvisionnement en eau potable. Diaobachir pour plus de précision. Très tôt ce lundi, des femmes en colère se sont mobilisées devant la Société des eaux de Guinée, barricader ses portes. Elles réclament la desserte en eau potable de leur quartier Kiroti, un quartier qui, selon elles, a été privé de cette denrée indispensable à la vie. Depuis 2007, les robinets sont secs à Kiroti dans la commune de Ratoma. Depuis 2007, on n'a pas d'eau dans notre secteur. Pour commencer, nous sommes venus les rencontrer. Ils nous ont dit de faire un écrit. On leur a adressé un écrit. Il n'y a pas eu de réponse à notre demande. Nous avons fait un déplacement. Nous sommes venus les rencontrer ici. On leur a dit, aidez-nous, allez voir sur le terrain ce qu'il y a, vous allez nous dire. S'il faut changer, nous allons changer tout ce qu'il faut à changer pour qu'on ait une goutte
dans nos robinets. Parce que nous avons bu l'eau des puits qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Malgré des démarches entreprises par ces femmes auprès de la direction générale de la SEG, disent-elles, le manque d'eau reste toujours une préoccupation dans cette partie de Conakry. D'où la détermination ce lundi de ces femmes, affirment leur porte-parole. Aujourd'hui, il n'y a pas d'appel. Nous nous rendons sur le terrain. Ils vont aller creuser la vanne qui est fermée là. Ils vont l'ouvrir. Aujourd'hui, nous sommes là pour ça. Pour leur part, les autorités de Ratoma promettent de trouver une solution dans un bref délai. À la maison, vers 6 h du matin, on m'a informé que les femmes sont venues barricader, le bureau de la SEG, la commune de Ratoma. Je suis venu, j'ai trouvé pratiquement ces femmes. Je les ai calmées, j'ai demandé le pourquoi, ils m'ont donné les raisons. Je suis parti faire le constat chez eux, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas d'eau. J'ai appelé le directeur, je lui ai parlé, j'ai sensibilisé les femmes, elles m'ont compris. Franchement, nous avons partagé les mêmes mots et j'ai ordonné à la SEG d'aller donner de l'eau aux femmes de Kiroti. La SEG aussi n'a pas trouvé d'objection, ils sont partis et l'affaire est terminée et puis c'est fini. Le directeur général de la SEG s'est lui abstenu de tout commentaire, mais aux dernières nouvelles, une équipe de techniciens suivie de quelques femmes aurait pris le chemin de Kiroti pour résoudre, dit-on, le problème. Comme annoncé dans les titres, la présidente de la délégation spéciale de Ratoma, décédée samedi des suites de maladie, a regagné hier dimanche sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. Plusieurs personnalités de haut rang, des parents, amis et proches collaborateurs de l'illustre disparu étaient tous mobilisés pour lui rendre un dernier hommage sans à compter. C'est à 10 h que s'est effectuée la levée du corps de Ragara Motoulaye Diallo à la morgue de l'hôpital Ignasdine. Ensuite, le cortège funèbre s'est ébranlé vers le palais du peuple où la dépouille mortelle a été exposée. Une occasion pour la famille de la défunte, ses amis et proches collaborateurs de lui rendre un dernier hommage. La qualité de sa relation de travail et de la gouvernance qu'elle a instaurée à Ratoma forçait l'admiration même de ses adversaires. Son décès sera ressenti, car elle nous laisse un souvenir impérissable. Personne humble, affable, pleine d'humilité. Tu laisses derrière toi et à jamais tout un aéropage de cadres et d'agents qui sont déterminés à poursuivre ton bel exemple. Ma mère a tiré sa révérence à ce bas monde, car jusqu'à 15 h 30, ma maman était couchée éveillée. Dans son lit, ma mère est partie du malaise à la mort. Pour la circonstance, le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel a tenu à rappeler le combat mené par la défunte Ragara Motoulaye Diallo au sein du parti. Je me souviens très bien aux heures très difficiles de la naissance de ce parti que cette dame, avec son esprit d'abnégation, a accompagné et participé à la pose de toutes les pierres qui ont servi pour l'édifice du RPG. Le Premier ministre, chef du gouvernement et les autres personnes présentes se sont recueillis devant la dépouille mortelle. Juste après, le corps a été acheminé à la grande mosquée Faisal pour la prière avant l'inhumation au cimetière de Cameroun. Né en 1954, Ragara Motoulaye Diallo s'en va et laisse derrière elle 7 enfants et un mari qui la pleure. Sur le continent, l'Afrique du Sud suspendue à l'état de santé de Madiba. Madiba, c'est le nom de Nelson Mandela, icône de la lutte anti-apartheid. Dans un état critique, le prix Nobel est hospitalisé depuis 2 semaines pour une infection pulmonaire et son état s'est tellement aggravé que les autorités appellent la nation et le monde entier à prier pour lui. Suivez. Jour après jour, l'Afrique du Sud tente de se faire à l'idée que son héros n'est pas immortel. Lentement, la nation arc-en-ciel se prépare à verser beaucoup de larmes tant le pays doit à cet homme. L'état de santé de Nelson Mandela n'est guère rassurant et s'est même aggravé ce week-end. Il serait dans un état critique même si l'équipe médicale fait tout son possible pour lutter contre son infection pulmonaire. Devant la presse étrangère ce matin, difficile pour le président Jacob Zuma de parler d'autre chose. J'étais à l'hôpital avec le vice-président Cyril Ramaphosa. Bien sûr, il était tard, il était déjà endormi et nous étions présents.
Nous l'avons vu. Nous avons un peu discuté avec les médecins et avec sa femme, et nous sommes partis. Je ne pense pas être en mesure de vous donner plus de détails. Je ne suis pas docteur. À l'hôpital de Pretoria, ses proches continuent de lui rendre visite, sa fille encore il y a quelques heures. Les anonymes multiplient hommages et prières devant sa maison ou devant les grilles de la clinique, aux côtés des journalistes postés depuis plus de 2 semaines. Les Sud-Africains vont devoir chercher un nouveau symbole. Que faire quand son point de repère disparaît? Eh bien, je ne sais pas ce qui va se passer s'il décède. Je ne sais pas ce qui arrivera à cette nation, à ce pays. Je ne sais pas. Mais je pense qu'avec le temps, nous accepterons et nous avancerons. Je souhaite que Mandela se rétablisse pour que les futures générations puissent voir cet homme qui s'est battu pour nous. Le mois prochain, Madiba devrait fêter ses 95 ans. Tous espèrent, mais sans trop y croire. Ailleurs dans le monde, Edward Snowden, celui qui est à l'origine des fuites sur le programme de surveillance de la NASA, a quitté son refuge de Hong Kong. Il a passé la nuit à Moscou et il s'est littéralement volatilisé. Suivez. Personne ne l'a aperçu, mais c'est ici, dans la zone de transit de l'aéroport de Moscou, qu'Edward Snowden aurait passé la nuit. Hier, il a quitté Hong Kong, accompagné par des conseillers de Wikileaks. Les États-Unis avaient pourtant demandé son extradition. D'après l'avocat de Snowden, il aurait été poussé à partir avec l'assurance de ne pas être retenu à l'aéroport. J'ai tendance à croire que ce message a été donné sous l'ordre de Pékin, de façon à éviter l'embarras politique qu'aurait causé la prolongation de son séjour à Hong Kong. Et c'est ce que supputent aussi les États-Unis. Ils soupçonnent Hong Kong de ne pas avoir respecté l'accord d'extradition. Nous espérons clairement que les pays respectent les lois en vigueur. Et s'ils ne le font pas, ils invitent d'autres pays à ne pas respecter les règles et cela mettra nos relations en péril. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur notre site web, le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à vous qui nous suivez partout à Conakry.